à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter les 20 ans, le 20e anniversaire du Salon du Livre. Et dans le cadre de ce Salon du Livre, nous rencontrons les éditeurs de l'AETI. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robert Koenig des éditions Haerepo. Bienvenue Robert. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née la maison d'édition Haerepo, dans quel contexte? Oui, mais c'était facile, c'était un groupe d'amis et on était tous des bibliophiles et on aimait bien lire. Et on a voulu partager les lectures que l'on faisait. Et en 1905, il y a quelqu'un de fameux, c'est Galen, qui a écrit Les Immémoriaux. Et nous, comme nous pensions qu'il fallait se souvenir, on s'est dit, on va faire l'inverse. Et c'est comme ça qu'on a créé les Haerepo, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas perdu leur mémoire, mais ceux qui la conservent et qui la transmettent. Et ce qui est marrant, c'est que tu m'interviewes ici, dans la maison de la culture, où il y avait Henri Hiro, et Haerepo a été créé en 81, et le film de Henri Hiro sur les Immémoriaux est sorti en 1982. Eh ben, voilà. C'est une belle histoire, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous revenir un petit peu donc, sur ces premiers membres qui ont constitué, qui ont participé à la création de la maison d'édition, vos premières publications? Comment ça s'est passé, vos débuts? C'était des choix délibérés, puis un peu le hasard. Il a fallu produire nos propres documents, pour ainsi dire. Donc ça a été l'origine du Ourou, avec les Marguerons. Ça a été un livre phare l'année d'après, en 82, Tahiti côté montagne, et qui a eu un succès extraordinaire. Et Tahiti côté montagne, au bout de 10 ans, il avait vieilli. C'est la raison pour laquelle on le trouve maintenant en téléchargement gratuit. Il y a des gens pleins de nostalgie qui veulent voir le Tahiti des années 80. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et parmi les livres, le premier livre que nous ayons fait, Denise et moi, c'était un livre qui était lié à la botanique, à l'histoire de la botanique, à l'histoire des plantes, parce que c'est ça qui nous intéresse, et c'était le Cusan. Et je crois que l'année prochaine va sortir le nouveau Cusan. Ça veut dire qu'on fête le 20e anniversaire de l'AETI, oui. Et pour Haerepo, ça va être 2 fois 20 ans. 2 fois 20 ans. Ouais, c'est une belle histoire, et c'est une belle histoire autour de laquelle on se réunit, et tous ces membres convergent vers l'écriture de l'histoire de cette maison d'édition. Et justement, comment se sont faites les premières rencontres avec un public, en fait, pour une maison d'édition et pour des auteurs? Comment se sont passées ces premières rencontres? Comment vous les avez vécues? C'était le partage. J'allais dire, c'était des livres ou bien des documents qui nous semblaient intéressants. Et il y avait comme un mot d'ordre à cette époque-là, donc les années 80, les années 90, donner la parole à ceux qui ne l'ont plus, parce qu'ils sont partis, ou bien donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est comme ça que, par exemple, nous avons été les premiers à pouvoir publier Mutisme. Alors c'est admirable comme titre, parce que le mutisme, c'est la parole. Et je crois que l'on va continuer dans ce domaine-là, puisque nous allons publier un livre qui s'appelle Hôtel Nuutania. Ça veut dire que les gens ne sont pas muets, mais il faut avoir du courage pour parler, il faut certainement avoir du courage pour écrire, et peut-être à la rigueur, il faut un peu de courage pour éditer. C'est un risque, dans la mesure où Haerepo, dès le début, nous avons choisi de réaliser entièrement nos livres à Tahiti. C'était délibéré, et c'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que nos livres, les maquettes sont faites ici, et ils sont imprimés toujours à Tahiti. D'accord, donc un produit 100% local. Absolument, et à consommer sans modération. Sans modération, d'accord. Et justement, comment on devient éditeur? Est-ce que évidemment, c'est un métier, il y a un langage technique, il y a des techniques qu'on n'improvise pas. Donc, comment vous avez construit ça avec Denise? On ne s'improvise pas, donc comment vous êtes devenu éditeur? Je pense que peut-être il suffit d'apprendre. Je veux dire, des métiers que l'on avait à cette époque-là, c'est-à-dire d'enseignants, eh bien, on voit bien comment ça se passe avec les élèves.
ils doivent apprendre, et bien nous, les professeurs, nous pouvons aussi apprendre cette nouvelle démarche. Mon expérience de la vie économique, c'était une expérience associative ou coopérative, etc. Oui. Et entrer dans un monde réel un peu différent, c'est une bonne expérience et c'est un excellent apprentissage. Donc ça s'est fait, je pense, sans trop de problèmes. Une très grande curiosité, parce que notre propos, c'est toujours le partage. D'accord. Partager d'abord avec le public local. Donc adaptabilité, partage, ce sont des mots qu'on peut retenir. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question de ligne éditoriale? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur quelles étaient vraiment... on a parlé de mutisme, de donner la parole. Quand vous vous êtes investi de cette mission de donner la parole à ces auteurs qui ne sont plus ou qui ne peuvent plus parler, quelles étaient vos premières envies d'éditeur? Les premières envies, moi je crois que, comme dans la vie, c'est soit le plaisir, soit la nécessité. Oui. Donc on veut bien faire des choses par plaisir, parce que ça nous plaît, parce que ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'agrandir nos connaissances. Et c'est sûr que c'est une des meilleures manières d'apprendre quelque chose, dans la mesure où qui, à part l'auteur, peut-être l'éditeur, peut-être le correcteur, qui va lire tous les mots qui sont imprimés dans un livre? Je n'en connais pas beaucoup en tous les cas. Et puis il y a la nécessité. Je dis, il y a des livres, on ne peut pas les éviter, on ne doit pas les éviter. C'est des livres que l'on trouve nécessaires à un moment donné de l'histoire de cette société ou à un moment donné de l'histoire de cette culture. Ils sont absolument nécessaires. Ça me permet justement de te demander, je crois que tu nous as préparé une petite surprise, on comptait en parler un petit peu après, mais là je trouve que ça s'y prête bien. Un livre pour toi qui est vraiment au cœur de la maison d'édition Haerepo et qui fait vraiment sens pour toi. Je crois que tu souhaites nous en parler. Oui, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, mais en même temps c'est la circonstance. Et c'est ce livre-là qui est Tuimata. Tuimata, parce que ça me permet de parler d'un ami qui est disparu et qui est Jean-Claude Terriero Iterei. Et c'est vrai, tous les livres, tous les 112 livres que Haerepo a édités en 40 ans, les 112 livres, ce sont des aventures. Mais jamais, Denise et moi, jamais nous n'avons vécu une aventure aussi complète, aussi totale, aussi émouvante que celle de Tuimata, que je vais raconter brièvement, bien entendu. Donc un jour, en 2008, c'était il y a bien longtemps, en 2008, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était Jean-Claude Terriero Iterei, qui voulait que je vienne dans son bureau. Alors bien sûr, sa famille, c'était une famille connue à la Papineau. Je connaissais très bien Gloria, qui était secrétaire dans l'enseignement protestant. Et puis, il y avait une élève extraordinaire qui s'appelait Gabrinade et que j'ai toujours appelée la sauvageonne de Papineau. Donc, c'était un nom qui ne m'était pas inconnu. Et donc, Jean-Claude me reçoit dans son bureau, dans la rue Anne, et il me présente un document, des feuilles de papier reliées. Et je jette un coup d'œil là-dessus, Tuimata, et je vois l'auteur, Kraepelin. Je dis, le Kraepelin? Il dit, le Kraepelin. Je dis, j'édite. C'est-à-dire que nous avons édité un livre que je n'avais même pas lu. Mais tellement j'étais persuadé de l'intérêt pour tout le monde. Et c'est vrai que ça nous a été une aventure extraordinaire, parce que le livre de Tuimata de Kraepelin, c'est un livre qui a été écrit en norvégien. Oui. Il a été publié en 1944, parfaitement inconnu, et nous avons là une traduction française. Et Tuimata, c'est un livre qui est étonnant parce que ce n'est pas simplement les souvenirs de quelqu'un qui a vécu à Tahiti en 1917, mais c'est vraiment une aventure. Il y a 2 éditions de ce livre, une édition de luxe que j'ai, parce qu'il suffit d'être bibliophile, et il y avait une différence entre l'édition bon marché et l'édition de luxe. Dans l'édition de luxe, il y avait une lettre écrite en tahitien.
Et un jour, à la maison, un dimanche, avec des amis que je vais nommer, Mareille et Roland Doucet, John Doom, on se rappelle qu'il y a cette lettre en tahitien et qui n'a pas été traduite, qui n'avait pas été traduite. Et je la fais lire à John Doom, et il la lit et il a dit « c'est étonnant, c'est une belle lettre d'amour ». Et il nous l'a traduit comme ça. Et après, je le dis à Jean-Claude Terriero-Terreil, et on se dit « mais c'est qui Nohorae ?» Et John Doom et Roland Doucet se souviennent dans leur jeunesse, oui, il y avait une très belle femme dans les années 30, dans les années 40, une bringueuse, une chanteuse qui adorait faire le tour de l'île du samedi au mardi matin, avec des copines uniquement. Mais elle ne s'appelait pas Noroae, elle s'appelait Noroaae. Et ils m'ont donné le nom, c'était la femme de Robert Pambrin. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut retrouver des traces de cette amoureuse? Et j'ai pensé à un ancien élève de la Pointe des Pêcheurs, Wilson Terrier-Tehao, et qui a dit, oui, je connais vaguement, je m'intéresse, je vais faire venir des gens. Et il nous invite dans sa maison, et moi j'arrive avec les photos. Parce que dans le livre de Kraepelin, il y a des photos. Il y a des photos que Kraepelin avait prises en 1917-1918. Et ces deux personnes qui arrivent, c'était Thalo Pambrin, son fils, Pourré. Et moi, je présente des photos. Je ne peux pas dire des photos insignifiantes, mais ce sont des photos d'une certaine époque, des années 20. Et brusquement, il y a Thalo Pambrin qui se met à pleurer devant nous. C'était extraordinaire, parce que les femmes, une jolie fille, c'était sa mère. Et il découvrait sous nos yeux un portrait de sa mère, jeune, qu'il ne connaissait pas. Mais c'était une aventure extraordinaire. C'est effectivement une aventure extraordinaire. C'est un livre qui est en norvégien, qui vous arrive, qui est en norvégien à l'époque où vous avez ces feuilles volantes dont tu parles. Et comment se passe la traduction alors à ce moment-là? La traduction avait été faite en Norvège et de norvégien en français, donc il a fallu faire quelques corrections, relire. Oui. Là où la première traductrice avait marqué que les jeunes filles se promenaient en robe de chambre, nous on a dit que c'était des robes missionnaires. Oui. Là où elle parlait de crevettes, on a dit c'est des chevrettes. Là où elle parlait de homards, on a dit c'est des langoustes. Enfin, il fallait lire minutieusement. Et Jean-Claude Terrier a minutieusement revu le texte tahitien qu'il y avait là-dedans, parce qu'il y a des pataotao, il y a des outé, il a écrit le lien qu'il y a entre Kraepelin et Tahiti, entre sa famille, la famille Terriero-Terreil et la famille de Kraepelin en Norvège. Et grâce à nous, grâce au livre, eh bien, lorsqu'il y a eu le Salon du Livre de 2009, eh bien, on a réuni les trois familles. Génial. Les Pambrin, les Terriero-Terreil et les Kraepelin. Oui, c'était une aventure étonnante. Donc finalement, un éditeur, surtout ici dans le Pacifique, sur notre petite île, est là pour créer des ponts. Je veux dire, il y a des gens qui sont venus, qui ont passé un certain séjour ici en Polynésie, qui sont repartis avec un écrit, et puis d'un coup, vous êtes là pour retisser des liens entre ces auteurs qui sont partis avec des textes et vous ramenez les textes jusqu'ici. C'est fort. Kraepelin est parti en 1919. Il est retourné chez lui, il a repris sa vie ancienne avec une nostalgie extraordinaire. Mais lui, qui était marchand de vin, qui est un produit éminemment culturel, bien entendu, il est devenu le plus grand collectionneur de livres polynésiens au monde, ce qui est tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, à la fin des années 30, lorsqu'un jeune couple tout frais amoureux est venu trouver Kraepelin, pour trouver une île éloignée de l'Europe où peut-être la Seconde Guerre mondiale menaçait, nous sommes en 1938, eh bien Kraepelin a dit, mais j'ai un ami à Tahiti, il s'appelle Terriero-Terreil, c'est le grand chef de la Papineau. Et c'est comme ça que ce jeune couple de Papineau
de Norvège est venu s'installer à Papenno et le chef Teriero Itere a dit « Vous cherchez vraiment la solitude? Allez donc à Fatuhiva ». Ah oui. Et c'était bien sûr, vous l'avez deviné, c'était Thor Heyerdahl. Et c'est Thor Heyerdahl à Fatuhiva, en écoutant la houle du Pacifique et en se souvenant des légendes polynésiennes qu'il avait entendues, c'est à Fatuhiva que Thor Heyerdahl a eu l'idée du Kon-Tiki. Donc les ponts extraordinaires que Jean-Claude Teriero Itere avait noués sur un simple coup de fil, ça nous a précipités dans une aventure extraordinaire. Merci pour ce beau cadeau que tu nous fais, parce que toutes ces histoires-là, il y a finalement que dans des événements comme celui-ci, comme le Salon du Livre, qu'on prend le temps de se rencontrer, de rencontrer les éditeurs et d'apprendre toutes ces histoires, et tout est lié, et j'en ai appris énormément. Merci pour ce beau cadeau. Est-ce que tu accepterais de nous en faire un deuxième et de nous lire un petit passage de ce livre? De Tuimata? Oui. Oui, je vais te choisir un passage un peu particulier de Tuimata. C'est Bjarne Krøpelin, c'est un Norvégien qui parle. Il parle d'une fête qui vient d'avoir lieu à Papenno. Jamais je n'aurais cru qu'autant de nourriture puisse disparaître si rapidement. À la fin, il ne restait absolument plus rien et certains se mirent à fumer des cigarettes de Pandanus. Teaea, ça c'est l'ami de Bjarne, cria quelque chose de très fort et le silence se fit pour que Teriero, le chef de Papenno, comme c'était l'habitude, puisse parler. Et c'est Teriero qui parle, c'est pas moi. Temehani, c'est le nom tahitien de Krøpelin. Temehani est revenu à Papenno parce qu'il veut être avec nous. Maintenant, nous nous sommes réunis pour te donner tout ce que nous avons et il n'y a rien d'autre. Mais désormais les feuilles et les noix de coco de Papenno seront aussi pour toi, ainsi que le poisson et les cochons de la vallée. Prends ce que tu veux et habite chez nous avec ta vahinée. Tu ne vas plus être un étranger blanc parmi nous, mais tu vas habiter là pour toujours, et tes enfants seront les nôtres, comme toi tu l'es devenu, et nous t'appellerons Teriero, ce qui est mon nom. Et c'est vrai que Jean-Claude Teriero Itere était le fils de la vahinée dont parle Krøpelin. D'accord. Merci pour ce passage. Et puis c'est vrai que là, c'est vraiment l'incarnation de l'accueil, de la rencontre, du partage. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont portées dans les livres que vous éditez. Quel est le message quel est le message qui est passé dans Hôtel Nuutania, qui est l'ouvrage que vous présentez pour ce salon en tant que nouveauté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Notre nouveauté, c'est Hôtel Nuutania. Et c'est un hôtel un peu particulier, mais qui a été écrit par un auteur que nous connaissons bien et qui avait écrit les rencontres du troisième type à Tahiti, c'est-à-dire les rencontres avec les rérés. Et là, l'hôtel Nuutania, c'est un roman qui est tout à fait extraordinaire, c'est un roman qui est très fort. Et il commence par une interpellation au nom de la loi. Moi, je ne peux pas parler au nom de la loi, bien entendu, mais au nom de la loi, et tout le monde s'arrête, et tout le monde s'immobilise, et tout le monde est attentif. Et la fin du livre, 228 pages plus loin, eh bien, ça se termine par la Convention sur le refus de la torture et des peines dégradantes. Et entre cette interpellation et la Convention de l'ONU sur la torture, eh bien, il y a ce roman extraordinaire qui s'appelle Hôtel Nuutania. D'accord. C'est vraiment la magie des éditeurs de nous faire voyager comme ça à travers l'histoire, dans différents pays, dans différents contextes, avec des genres littéraires complètement différents. Merci pour toutes ces découvertes. Robert, est-ce que tu souhaiterais ajouter une dernière chose ? Je crois que j'aime bien les bandes dessinées, bien entendu. Oui. C'est un peu difficile à apporter. J'aime bien les romans de science-fiction, là aussi. Mais j'ai trouvé que, quand même, il faut avoir du souffle. Et pour avoir du souffle, il n'y a guère que la poésie. Et quand on a besoin de souffle,
je crois qu'il faut se précipiter, non, mais lentement, dans la poésie. Et c'était quelque chose auquel j'avais essayé de rendre les élèves attentifs, comme à la philosophie, bien entendu, c'est-à-dire à la respiration. Parce que dans la respiration, il y a l'inspiration, bien entendu, il y a l'expiration qu'il faut évacuer jusqu'au dernier souffle, mais surtout, il y a cette longue respiration qui est une source d'inspiration et d'écriture en tous les cas. Et je veux bien lire un petit extrait de Saint Jean Perse, un petit extrait des vents, bien entendu. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en lancs de paille sur leur terre. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivants. Merci pour ce dernier cadeau. Merci beaucoup Robert pour ta participation. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, pour de nouvelles rencontres avec d'autres éditeurs de l'AETI. Merci. Et bonne lecture.